C'était le 16 décembre 1980. Un vieil homme gisait immobile dans un lit d'hôpital à Louisville, son célèbre costume blanc accroché intact dans une armoire voisine. Sa barbiche s'était clairsemée. Ses mains, qui avaient jadis perfectionné la plus célèbre recette de poulet frit au monde, reposaient paisiblement le long de son corps. Le colonel Arlon Sanders, figure emblématique de Kentucky Fried Chicken, était mourant. On lui avait diagnostiqué une leucémie 6 mois plus tôt, mais même alors, il avait refusé d'abandonner. Il continuait d'apparaître dans les restaurants, de serrer des mains, de porter ce costume blanc iconique jusqu'à ce que son corps ne puisse plus le supporter. À l'extérieur de l'hôpital, le monde se préparait pour Noël. Mais dans la chambre 412, il n'y avait que le silence et le bip régulier des machines. Sa femme, Claudia, était assise à ses côtés, tenant la même main qui avait jadis signé des contrats de franchise à travers l'Amérique. La même main qui avait sorti sa famille de la pauvreté et l'avait propulsée au rang de légende. Lorsqu'il s'éteignit ce matin froid de décembre, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les drapeaux du Kentucky furent mis en berne. Le gouverneur ordonna que sa dépouille soit exposée dans la rotonde du Capitole, un honneur généralement réservé aux hommes politiques et aux héros de guerre. Mais Arlon Sanders était différent. C'était un homme qui avait échoué plus de fois que la plupart des gens n'osent jamais tenter sa chance, qui s'était retrouvé sans le sou à 65 ans et qui avait transformé un autocuiseur et 11 ingrédients secrets en un empire mondial. Pourtant, le cœur de son histoire ne résidait ni dans les réunions ni dans les publicités télévisées. Il ne se trouvait même pas dans les milliers de restaurants rouges et blancs qui arboraient son image. Le véritable cœur de Arlon Sanders vivait dans une paisible ville du Kentucky appelée Shelbyville, dans un manoir nommé Blackwood Hall. Voici l'histoire de cette maison, des rêves qu'elle abritait, de l'empire qu'elle a bâti et de l'héritage qu'elle protège encore aujourd'hui. Un garçon sans père. Pour comprendre l'homme qui allait un jour bâtir un empire du poulet frit, il faut d'abord comprendre le garçon qui a appris à cuisiner par nécessité, non par choix. Arlon David Sanders est né le 9 septembre 1990 dans une petite ferme de 4 pièces près de Henryville dans l'Indiana. Son père, Wilbur Sanders, exploitait une ferme de 32 hectares, peinant à subvenir aux besoins de sa femme, Margaret, et de leurs 3 enfants. La vie était simple mais rude, la terre impitoyable, les hivers rigoureux et l'argent toujours rare. Puis, alors qu'Arlon n'avait que 5 ans, le drame survint. Wilbur Sanders tomba malade et mourut, laissant Margaret seule avec 3 jeunes enfants et presque rien en poche. Soudain, le poids de la survie reposa sur les frêles épaules d'un garçon qui aurait dû jouer dans les champs. Margaret travaillait dans une conserverie de tomates et cousait des vêtements pour les familles voisines, disparaissant souvent pendant des jours. En son absence, le jeune Arlon devint le tuteur de son petit frère et de sa sœur. Il faisait le ménage, il veillait sur eux et surtout, il cuisinait. À 7 ans, Arlon Sanders savait préparer un repas complet. Il apprit à utiliser les ingrédients avec parcimonie, à faire quelque chose avec presque rien, à nourrir des bouches affamées avec ce que le garde-manger offrait. Ce n'était pas un don, c'était une question de survie. Ces premières années semèrent une graine qui mettrait des décennies à germer. La cuisine devint son école et la nécessité son meilleur professeur. Les années d'errance. À 10 ans, Arlon prit son premier emploi dans une ferme voisine, gagnant seulement 4 $ par mois, plus le gîte et le couvert. L'école devint secondaire. À l'âge de 12 ans, sa mère se remaria et emmena les enfants vivre chez un beau-père à Indianapolis. Mais la relation fut toxique dès le départ. Arlon et son beau-père se disputaient constamment, leurs disputes devenant de plus en plus lourdes et violentes chaque mois. Finalement, à 13 ans, Arlon fut envoyé vivre et travailler dans une ferme du comté de Clark. Sa scolarité s'arrêta en 7e classe. Il ne retourna jamais à l'école. S'ensuivit une vie errante qui semblait sans but. Pendant les 30 années suivantes, Arlon Sanders exerça une multitude de métiers. Il travailla comme ouvrier agricole, nourrissant le bétail avant l'aube et s'endormant après la tombée de la nuit. Il devint conducteur de tramway à Indianapolis, collectant les billets pour les foires et apprenant le rythme de la ville. À 16 ans, il mentit sur son âge et s'engagea dans l'armée américaine. Il servit brièvement à Cuba avant d'être démobilisé avec honneur.
Après l'armée, il travailla comme chauffeur de locomotive, pelletant du charbon dans les locomotives à vapeur qui sillonnaient le cœur de l'Amérique. Il essaya d'être tour à tour forgeron, vendeur de tir, batelier et agent d'assurance. Il étudia même le droit par correspondance et exerça brièvement en Arkansas avant de ruiner sa carrière juridique lors d'une altercation au tribunal avec son propre client. L'échec le poursuivit comme une ombre. Les emplois se succédaient, l'argent lui filait dans les mains. Son premier mariage avec Josephine King, en 1908, donna naissance à 3 enfants, mais s'effondra sous le poids des déménagements constants et des difficultés financières. Son fils Arlon mourut. À seulement 20 ans, il est mort d'une septicémie suite à une amygdalectomie de routine. Le chagrin l'a presque anéanti. À la quarantaine, Arlan Sanders avait déjà vécu suffisamment de tragédies et de déceptions pour remplir plusieurs vies. Et pourtant, le chapitre qui allait le définir n'avait même pas encore commencé. La station-service qui a tout changé. En 1930, à l'âge de 40 ans, Arlan Sanders arriva à Corbin, dans le Kentucky. La Grande Dépression frappait de plein fouet l'Amérique. Les usines fermaient, les banques faisaient faillite, des familles perdaient leurs maisons. Mais Arlan vit quelque chose de différent à Corbin. Il y vit une opportunité. Il reprit une station-service Shell le long de la route US 25, la principale autoroute nord-sud traversant la région des Appalaches. Les voyageurs y passaient constamment, leurs voitures assoiffées de carburant et leurs estomacs gargouillant de faim. La plupart des stations-service n'offraient ni confort ni hospitalité. Arlan décida de changer cela. Dans l'arrière-boutique de la station-service, il installa sa propre table, pouvant accueillir seulement 6 clients à la fois. Il cuisinait lui-même les repas, servant des steaks, du jambon de pays et bien sûr du poulet frit. Les recettes étaient les siennes, perfectionnées au fil des décennies à cuisiner pour sa famille et tous ceux qui voulaient bien manger. La nouvelle se répandit rapidement. Les habitants du coin commencèrent à s'arrêter non pas pour l'essence, mais pour la nourriture. Les voyageurs faisaient des détours pour goûter ce que cet homme étrange et énergique servait dans sa petite salle à manger. En 1937, sa réputation était devenue si grande qu'il construisit un véritable restaurant de l'autre côté de la rue, le Sanders Café, avec 142 places assises. Un motel suivit bientôt, offrant aux voyageurs fatigués un endroit pour se reposer après leur repas. Les affaires prospérèrent. Le Sanders Café devint un lieu incontournable le long de la route 25, attirant des clients de tout l'État. Puis vint la reconnaissance. En 1935, le gouverneur du Kentucky, Ruby Laffoon, conféra à Arlan Sanders le titre honorifique de colonel du Kentucky, en reconnaissance de ses contributions à la gastronomie de l'État. Il s'agissait d'un honneur principalement protocolaire, accordé à des citoyens éminents, mais Sanders l'embrassa pleinement. Il commença à se faire appeler Colonel Sanders, adoptant une nouvelle personnalité qui deviendrait l'une des images les plus reconnaissables au monde. Il se laissa pousser une barbiche, troqua ses vêtements de travail contre un costume blanc et ajouta une cravate à ficelle noire. La transformation était complète. En 1939, le restaurant marchait si bien que le légendaire critique gastronomique Duncan Hines, oui, le même Duncan Hines dont le nom orne aujourd'hui les paquets de préparation pour gâteaux à travers l'Amérique, lui rendit visite et inclut le Sanders Café dans son guide influent Adventures in Good Eating. Cette critique attira encore plus de clients et la renommée du colonel s'étendit au-delà des frontières du Kentucky. Tout semblait parfait. Arlan Sanders, après des décennies d'échecs et d'errance, avait enfin trouvé le succès. Il avait une entreprise florissante, une réputation grandissante et un avenir qui s'annonçait plus radieux que jamais. Mais le destin n'en avait pas encore une envie avec lui. La route qui allait tout détruire. Au début des années 1950, le gouvernement américain annonça des projets de construction d'un nouveau réseau d'autoroutes inter-États. L'idée était révolutionnaire, un réseau d'autoroutes à grande vitesse reliant tous les coins du pays. Pour la plupart des Américains, cela représentait le progrès, la convenience et la promesse d'un pays plus connecté. Pour Arlan Sanders, cela représentait un désastre. Le tracé prévu de l'Interstate 75 contournerait complètement Corbin. La même autoroute qui avait amené des milliers de voyageurs affamés devant sa porte les amènerait désormais à des kilomètres de là, sans même qu'il sache que son restaurant existait. La source de revenus de son entreprise, le flux constant de clients qui s'arrêtaient pour faire le plein et manger du poulet,
allait tout simplement disparaître. Sanders regarda impuissant les équipes de construction commencer leurs travaux, au milieu des années 50. Il savait ce qui allait arriver. Il pouvait lire le futur dans chaque kilomètre de nouvel asphalte. En 1956, la situation était devenue intenable. La fréquentation de son restaurant a chuté régulièrement, les chambres du motel sont restées vides, la cuisine, autrefois animée, est devenue silencieuse. À 65 ans, l'âge où la plupart des Américains touchaient leurs premières allocations de retraite et s'installaient confortablement, Harland Sanders a été contraint de vendre son entreprise aux enchères. Lorsque le dernier coup de marteau a retenti, il a à peine gagné de quoi couvrir ses dettes. Après avoir remboursé son prêt hypothécaire et ses factures en retard, il ne lui restait presque rien. Son revenu mensuel se résumait à une seule allocation de retraite de $15. Beaucoup d'hommes auraient accepté la défaite. Beaucoup d'hommes auraient trouvé un coin tranquille pour passer leurs dernières années, ruminant leurs regrets et regardant le monde défiler. Mais Harland Sanders n'était pas comme les autres. Il a rempli sa voiture d'une cocotte minute, de son mélange secret de 11 herbes et épices et de son certificat de colonel du Kentucky. Puis il a quitté Corbin avec pour seul bagage un rêve que la plupart des gens auraient jugé insensé. L'homme au costume blanc. Imaginez un vieil homme en costume blanc conduisant seul sur les routes de campagne du Kentucky à la fin des années 1950. Il n'a pas de rendez-vous. Sans emploi, sans carte de visite, sans entreprise derrière lui, juste une recette dans sa tête et une cocotte minute dans son coffre. C'était Harland Sanders, à 65 ans, entamant le chapitre le plus improbable de sa vie. Son plan était simple mais audacieux. Il allait visiter des restaurants à travers le pays, cuisiner son poulet frit pour les propriétaires et leur personnel, et s'il l'appréciait, négocier un contrat de franchise. En échange de l'utilisation de sa recette et de son nom, il lui verserait 5 cents pour chaque morceau de poulet vendu. Ce n'était pas un modèle commercial sophistiqué, il n'y avait pas d'avocat, pas de contrat, pas d'infrastructure d'entreprise, juste une poignée de main et une promesse. Les premiers mois furent difficiles, les propriétaires de restaurants lui claquaient la porte au nez. Ils se moquaient de ce vieil homme dans son ridicule costume blanc, ce colonel autoproclamé qui voulait un nickel pour chaque cuisse de poulet. Sanders dormait à l'arrière de sa voiture, se lavait dans les toilettes des stations-service et mangeait les repas les moins chers qu'il pouvait trouver. Sa femme Claudia voyageait parfois avec lui, partageant l'espace exigu et les innombrables refus, mais il refusait d'abandonner. Il avait passé sa vie entière à échouer et à se relever. Ce n'était qu'un défi de plus, un obstacle de plus à surmonter. Et lentement, incroyablement, sa persévérance commença à porter ses fruits. La première franchise officielle de Kentucky Fried Chicken ouvrit en 1952 à Salt Lake City, dans l'Utah, exploitée par un homme nommé Pete Harmon. Harmon inventa l'expression « à s'en lécher les doigts » et introduisit le célèbre seau en papier. Le restaurant connut un succès immédiat. La nouvelle se répandit auprès d'autres restaurateurs. Soudain, les gens appelaient Sanders au lieu de l'inverse. En 1959, Sanders comptait plus de 200 franchises. En 1963, ce nombre était passé à plus de 600. Kentucky Fried Chicken devenait un phénomène, se répandant à travers l'Amérique et au Canada. Le visage du colonel apparaissait sur chaque seau, chaque publicité, chaque devanture de magasin. Il n'était plus seulement un homme, il devenait une légende. Mais même si son empire grandissait, Sanders avait besoin d'un chez-soi. Il lui fallait un siège social, il lui fallait un endroit pour gérer ses activités, former ses franchisés, stocker et expédier son mélange d'épices secrets. Et il trouva exactement ce qu'il cherchait dans une petite ville du Kentucky, riche d'une grande histoire liée à la guerre de sécession et promise à un avenir encore plus prometteur. Blackwood Hall. En 1866, un an seulement après la fin de la guerre de sécession, une majestueuse demeure s'élevait à la périphérie de Shelbyville, dans le Kentucky. La maison se dressait fièrement le long de ce qui est aujourd'hui la route US 60, sa façade blanche brillant sous le soleil, au milieu des collines verdoyantes du comté de Shelby. Elle s'appelait Blackwood Hall, un nom qui aurait été inspiré par un roman de Nancy Drew, et elle dégageait l'élégance discrète du Kentucky d'avant-guerre. La maison était imposante, mais pas ostentatoire. 5000 pieds carrés répartis sur 2 étages, avec de hauts plafonds, des parquets en bois massif et des fenêtres qui laissaient entrer la douce lumière du Kentucky. Une large véranda entourait la façade, offrant une vue sur les 3 acres de la propriété et la campagne environnante.
C'était le genre de maison qui évoquait la richesse ancienne et la grâce du Sud. Pendant près d'un siècle, Blackwood Hall passa entre les mains de différents propriétaires, chacun laissant sa marque sur ses murs. Mais ce n'est qu'en 1959 que la maison accueillit son résident le plus célèbre. Harland et Claudia Sanders cherchaient une nouvelle maison. Le chapitre de leur vie à Corbin était clos. L'autoroute avait détruit leur restaurant, mais leur franchise se développait plus vite qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Ils avaient besoin d'espace, non seulement pour vivre, mais aussi pour leurs activités. Il leur fallait un siège social. Lorsqu'ils virent Blackwood Hall pour la première fois, ce fut un coup de foudre. La maison avait de l'histoire, du caractère et suffisamment d'espace pour servir à la fois de maison et de bureau. L'emplacement était parfait, situé le long d'une grande route avec un accès facile à Louisville et au reste du Kentucky. Et il y avait de la place derrière la maison principale pour construire l'entrepôt et les bureaux dont ils avaient désespérément besoin. Ils achetèrent la propriété et emménagèrent immédiatement. Pour Claudia, c'était un rêve devenu réalité. Après des années d'incertitude, après avoir dormi à l'arrière des voitures et vécu avec ses valises pour seul bagage, elle avait enfin une vraie maison. Pour Harland, c'était un command center. L'empire de la franchise était en pleine expansion et Blackwood Hall en devint le centre névralgique. Dans le bâtiment derrière la maison principale, Claudia préparait et emballait le mélange secret de 11 herbes et épices qui avait fait la renommée de Kentucky Fried Chicken. Elle traitait les commandes, répondait au téléphone et expédiait les fournitures aux franchises à travers le pays. C'était une entreprise familiale dirigée depuis un manoir du Kentucky par un vieil homme en costume blanc et son épouse dévouée. Mais Harland Sanders ne se contentait pas de simplement gérer une entreprise depuis sa nouvelle maison. Il en voulait plus. Il voulait créer une école de cuisine où se formaient les futurs entrepreneurs. À l'intérieur de Blackwood Hall, dans une modeste cuisine qui conservait encore sa cuisine originale, quelque chose de remarquable se produisait presque chaque semaine. De futurs franchisés venaient de tout le pays pour apprendre les secrets de Kentucky Fried Chicken directement du colonel lui-même. Sanders les accueillait, et devant ce fourneau, vêtu d'un costume blanc, d'une cravate impeccable parfaitement nouée, il démontrait précisément comment son poulet devait être préparé. Il leur montrait la bonne façon d'assaisonner la volaille, comment utiliser l'autocuiseur, comment obtenir cette croûte dorée parfaite dont les clients raffolaient. Ses exigences étaient draconiennes, sa patience était limitée, et son langage, quand les choses tournaient mal, aurait fait rougir un marin. Mais ceux qui survivaient à la formation du colonel repartaient avec un trésor inestimable. Ils avaient appris directement du maître. Ils avaient touché l'équipement d'origine. Ils s'étaient tenus dans la cuisine même où le rêve était devenu réalité. Pour les franchisés, une visite à Blackwood Hall était un pèlerinage, une occasion de se connecter à la source de leur entreprise. Le fourneau d'origine se trouve toujours dans cette cuisine aujourd'hui, témoin silencieux de milliers de leçons de cuisine et de la naissance d'un empire mondial. La vente qui a tout changé. En 1964, Kentucky Fried Chicken avait pris une ampleur que Sanders n'aurait jamais imaginée. Plus de 600 franchises étaient exploitées aux États-Unis et au Canada. L'entreprise générait des millions de dollars, mais elle l'épuisait également. À 73 ans, le colonel était exténué. Les voyages constants, les réunions interminables, la pression de gérer une entreprise aussi importante avaient eu raison de lui. Il n'avait plus l'énergie de superviser chaque détail, de visiter chaque restaurant, de maintenir les standards qu'il avait mis toute sa vie à perfectionner. Puis, une offre se présenta. Un groupe d'investisseurs mené par John Y. Brown Jr. et Jack C. Massey approcha Sanders avec une proposition. Il voulait racheter Kentucky Fried Chicken. Le prix était de 2 millions de dollars, soit environ 19 millions de dollars actuels. En échange, Sanders céderait le contrôle de l'entreprise, mais resterait son porte-parole officiel et ambassadeur de la qualité, percevant un salaire de 40 000 $ par an pour voyager et promouvoir la marque. Ce fut une décision difficile. Kentucky Fried Chicken était sa création, l'œuvre de sa vie, l'aboutissement de tous les échecs et de tous les triomphes qu'il avait connus. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas la diriger indéfiniment, et 2 millions de dollars lui apporteraient une sécurité qu'il n'avait jamais connue. Sanders signa les documents et regarda son entreprise passer sous la direction de quelqu'un d'autre.
Il resta fidèle à son engagement, parcourant plus de 200 000 km par an, apparaissant dans des publicités, visitant des restaurants et représentant la marque qu'il avait bâtie à partir de rien. Mais quelque chose avait changé. Les nouveaux propriétaires commençaient à faire des économies. Ils simplifièrent la recette de sauce pour gagner du temps et de l'argent. Ils modifièrent des méthodes de préparation que Sanders considérait comme sacrées. Et la qualité, selon le colonel, commença à se dégrader. Il ne resta pas silencieux. L'établissement veillait sur le restaurant, sur les souvenirs, sur un héritage qui refusait de s'effacer. Une histoire d'amour écrite à l'encre de poulet. Derrière chaque grand homme, dit-on, se cache une grande femme. Pour Harland Sanders, cette femme était Claudia. Leur histoire n'était pas un conte de fées, elle était compliquée, chaotique et très humaine. Sanders avait rencontré Claudia Lentington dans les années 1930, alors qu'elle travaillait comme serveuse au Sanders Café à Corbin. À l'époque, il était encore marié à Joséphine, sa première femme, et la mère de ses 3 enfants. Mais le mariage s'était refroidi. Joséphine, épuisée par des années de déménagement constant et de difficultés financières, s'était émotionnellement éloignée de son mari. Claudia était différente. Elle était chaleureuse, disponible et d'un soutien que Joséphine n'offrait plus. Une liaison commença qui allait finalement mettre fin au premier mariage de Sanders. En 1947, après 39 ans de vie commune, Harland et Joséphine divorcèrent. 2 ans plus tard, en 1949, Harland et Claudia se marièrent à Corbin. Quelles que soient les circonstances de leur début, Claudia devint la partenaire dont Sanders avait besoin. Elle croyait en lui quand le monde le considérait comme un vieil homme fou. Elle dormait à ses côtés, à l'arrière des voitures, pendant ces premières années difficiles de la franchise. Elle mélangeait les épices, préparait les commandes et répondait au téléphone à Blackwood Hall. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était sa partenaire commerciale, sa confidente, son rock. Lorsque Sanders construisit le restaurant derrière leur maison, il le nomma en son honneur. Le restaurant Claudia Sanders était son cadeau à la femme qui lui avait tout donné. C'était son monument, son héritage, un témoignage du partenariat qui avait construit un empire, le colonel dans son château. Dans les années 1970, Harland Sanders était devenu l'un des visages les plus reconnaissables au monde. Son image apparaissait sur chaque seau KFC, chaque publicité, chaque devanture de magasin de Louisville à Londres en passant par Tokyo. Il était devenu un logo vivant, une marque humaine, un symbole qui transcendait la nourriture qu'il avait créée. Mais à Blackwood Hall, il était simplement Harland. C'était un homme qui aimait toujours cuisiner, qui croyait encore que la bonne dose de pression et le bon mélange d'épices pouvaient transformer un repas ordinaire en quelque chose de magique. C'était un mari qui adorait sa femme, un philanthrope qui donnait des millions aux hôpitaux et aux œuvres de bienfaisance pour enfants, et un perfectionniste qui ne pouvait jamais accepter rien de moins que l'excellence. Le Manoir reflétait sa personnalité. Il était confortable mais pas extravagant, bien aménagé mais pas ostentatoire. Les pièces renfermaient des souvenirs de sa vie remarquable, des certificats, des récompenses et des photographies retraçant son parcours de la pauvreté à la célébrité mondiale. Sa Bible reposait sur un tableau de chevet, témoignage de la foi qu'il avait soutenue pendant des décennies d'épreuves. Son certificat de colonel du Kentucky était fièrement accroché au mur, le document qui lui avait donné son nom et son identité. Les années passées à Blackwood Hall furent les plus heureuses de la vie de Harland Sanders. Après des décennies d'errance, après d'innombrables échecs et nouveaux départs, il avait enfin trouvé un foyer. Le Manoir devint son sanctuaire, un endroit où les exigences incessantes de la célébrité pouvaient être mises de côté, ne serait-ce que pour un instant. Chaque matin, le colonel se levait tôt,
une habitude forgée pendant ses années difficiles de travail à la ferme et sur les chemins de fer. Il s'habillait soigneusement de son costume blanc emblématique, ajustait sa cravate noire et se préparait à affronter une nouvelle journée en tant que le visage le plus célèbre de la restauration rapide. Mais avant, il y avait le petit déjeuner avec Claudia dans la cuisine ensoleillée de Blackwood Hall, un rituel paisible qui le ressourçait avant que le chaos ne commence. La maison bourdonnait d'activités pendant ces années fastes. Des franchisés arrivaient pour des sessions de formation, des journalistes venaient pour des interviews, des photographes immortalisaient le colonel dans son environnement naturel, entouré des symboles de son succès remarquable. Mais lorsque les visiteurs partaient et que les appareils photos cessaient de flasher, Harland et Claudia n'étaient plus que deux personnes partageant une vie qu'ils avaient construite ensemble à partir de rien. Le dernier voyage. Même lorsque sa santé commença à décliner à la fin des années 1970, Sanders refusa de ralentir. Il continua à parcourir plus de 200 000 km par an, visitant les restaurants KFC, faisant des apparitions publiques et prêchant la bonne parole de son poulet frit à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Son costume blanc se froissa légèrement, sa célèbre barbiche s'affinit, mais la flamme dans ses yeux ne s'éteignit jamais. En juin 1980, les médecins lui annoncèrent la nouvelle qui marquerait le début de la fin. Harland Sanders souffrait de leucémie aiguë. Le diagnostic fut dévastateur, mais pas entièrement surprenant. Il avait près de 90 ans et avait poussé son corps à ses limites pendant des décennies. Le cancer était venu réclamer ce que le temps n'avait pas encore pris. Sanders passa l'été et l'automne 1980 à faire des allers-retours entre les hôpitaux, combattant la maladie avec la même détermination obstinée qui avait caractérisé toute sa vie. Entre les traitements, il continua à faire des apparitions publiques, à serrer des mains et à poser pour des photos. Il refusa de laisser la maladie dicter ses derniers mois. S'il devait partir, S'il devait mourir, il mourrait en tant que colonel et non en tant que patient. Début novembre, il fut admis à l'hôpital juif de Louisville pour ce qui serait son dernier séjour. Une pneumonie s'était déclarée, compliquant la leucémie et affaiblissant son corps déjà fragile. Claudia resta à ses côtés, comme elle l'avait fait pendant plus de 30 ans. Les enfants et petits-enfants se rassemblèrent, sachant que la fin était proche. Le 16 décembre 1980, à l'âge de 90 ans, le colonel Harland David Sanders s'éteignit. Le garçon qui avait appris à cuisiner par nécessité, l'homme qui avait échoué dans plus d'emplois que la plupart des gens n'entendent jamais, l'entrepreneur qui avait bâti un empire mondial à partir d'une cocotte minute et d'un rêve, était parti. Le Kentucky pleure son colonel. La nouvelle de la mort de Sanders se répandit dans tout le Kentucky comme une traînée de poudre. En quelques heures, les drapeaux de l'État furent mis en berne. Le gouverneur John Y. Brown Jr., le même homme qui avait racheté Kentucky Fried Chicken à Sanders 16 ans plus tôt, ordonna que le corps du colonel soit exposé à la rotonde du Capitole du Kentucky à Francfort. C'était un honneur généralement réservé aux gouverneurs, aux sénateurs et aux soldats tombés au combat. Mais Harland Sanders était devenu bien plus qu'un homme d'affaires. Il était devenu un symbole du Kentucky lui-même. Les 3 jours suivants furent un hommage à l'échelle de l'État à un homme qui était parti de la pauvreté pour changer le visage de la restauration américaine. Le 17 décembre, les personnes endeuillées se rassemblèrent au salon funéraire Hall Taylor à Shelbyville, sa ville natale bien-aimée. Le colonel reposait dans un cercueil ouvert, vêtu de son emblématique costume blanc, de sa chemise blanche et de sa cravate noire. Sa canne était glissée sous son bras droit, comme de son vivant. Des compositions florales de parents, d'amis et d'inconnus tapissaient les murs. Des roses rouges et des chrysanthèmes blancs formaient un décor de couleurs et de deuil. Claudia menait la procession des personnes endeuillées, suivie de leurs filles et de leurs 19 petits-enfants et arrière-petits-enfants. La plupart des personnes qui défilèrent devant le cercueil étaient des habitants du quartier, des voisins qui avaient vu le colonel bâtir son empire depuis le manoir situé un peu plus loin. Ils venaient rendre hommage non pas à une célébrité, mais à un ami. Le 19 décembre, le corps de Sanders fut transféré au siège de KFC à Louisville, où il fut exposé pendant une journée. Plus de 1000 employés et admirateurs vinrent lui dire adieu. Beaucoup n'avaient jamais rencontré le colonel personnellement, mais ils avaient grandi avec son visage sur chaque seau de poulet, son image étant une présence constante dans leur vie.
Les funérailles eurent lieu le 20 décembre, à la chapelle commémorative des anciens alumnes du séminaire théologique baptiste du Sud à Louisville. Plus de 1200 personnes se pressèrent dans la chapelle, tandis que d'autres restaient dehors dans le froid glacial de décembre. Le gouverneur Brown était présent, ainsi que des chefs d'entreprise, des célébrités et des citoyens ordinaires qui voulaient simplement rendre hommage à l'homme qui avait mis le Kentucky sur la carte culinaire. À la demande personnelle de Sanders, l'artiste Pat Boone chanta « He Touched Me », un hymne gospel qui témoignait de la profonde foi du colonel. Le pasteur lut des passages sur la résurrection et la vie éternelle, rappelant à l'Assemblée que Sanders n'avait jamais eu peur de la mort. « Mourir ne me dérange pas », avait dit le colonel un jour lors d'une visite sur le lieu de sa future sépulture. « J'ai eu une belle vie. Personne au monde n'a connu autant de hauts et de bas et autant de plaisir. » Après la cérémonie, une procession de voitures traversa Louisville jusqu'au cimetière de Cave Hill, un cimetière historique où reposait déjà l'explorateur George Rogers Clark et des milliers de soldats de la guerre civile. Sanders fut enterré sous un monument orné de 4 colonnes et d'un buste en bronze créé par sa fille Margaret. Il fut enterré dans son costume blanc caractéristique et sa cravate noire, ressemblant dans la mort exactement à ce qu'il était de vivant. Le colonel était parti, mais son legacy ne faisait que commencer. La veillée de Claudia. Après les funérailles, Claudia Sanders retourna seule à Blackwood Hall. La maison qui autrefois grouillait de franchisés et de journalistes résonnait désormais de silence. La cuisine où Harland avait enseigné ses secrets était vide. La chambre qu'ils avaient partagée pendant plus de 25 ans ne contenait plus que des souvenirs. Mais Claudia n'était pas femme à se laisser submerger par le chagrin. Elle avait du travail à faire. Le restaurant Claudia Sanders continuait de fonctionner, servant la même cuisine du Sud qui avait rendu son mari célèbre. Elle se consacra entièrement au restaurant, supervisant les opérations, accueillant les clients et veillant à ce que la qualité ne baisse jamais. C'était sa façon de faire vivre Harland, d'honorer le legacy qu'ils avaient bâti ensemble. Pendant 4 ans encore, Claudia resta à Blackwood Hall, entretenant la maison et le restaurant avec le même dévouement qu'elle avait montré tout au long de son mariage. Mais en 1984, elle était prête à prendre du recul. Le manoir contenait trop de souvenirs. Le restaurant exigeait une énergie qu'elle ne possédait plus. Et il y avait des personnes en qui elle avait confiance pour poursuivre le travail. Thomas et Cherry Settle étaient des amis proches et employés de la famille Sanders depuis des années. Ils comprenaient l'entreprise, respectaient le legacy. Les Settles ont hérité de l'héritage et partagé l'engagement de Claudia envers la qualité. Lorsqu'elle leur a proposé de leur vendre Blackwood Hall et le restaurant Claudia Sanders, ils ont accepté immédiatement. La transaction était plus qu'une simple affaire commerciale, c'était une passation de flambeau. Claudia a fait confiance aux Settles pour protéger ce qu'elle et Harland avaient créé, pour maintenir les standards qui avaient fait la renommée du restaurant et pour préserver la mémoire du colonel pour les générations à venir. Claudia a déménagé dans une résidence plus tranquille à Shelbyville, où elle a vécu jusqu'à sa mort le 31 décembre 1996, à l'âge de 94 ans. Elle a été enterrée aux côtés de Harland au cimetière de Cave Hill, son nom étant inscrit sur son monument. Unis dans la mort comme ils l'avaient été dans la vie, le colonel et son épouse reposaient sous le ciel du Kentucky qu'ils avaient tant aimé. La gestion des Settles. Sous la direction de Thomas et Cherry Settles, le restaurant Claudia Sanders a prospéré. Ils ont conservé le menu pratiquement inchangé, servant le même poulet frit, le même jambon de pays, les mêmes tomates vertes frites et les mêmes petits pains à la levure légendaire qui attiraient les clients depuis des décennies. Les épinards à la crème sont restés un plat incontournable. Les tartes continuaient de ravir les gourmands de toute la région. La réputation du restaurant a grandi. Les amateurs de gastronomie venaient de Louisville, Lexington et d'ailleurs pour déguster une authentique cuisine du Kentucky dans un cadre imprégné d'histoire. Les autocars de tourisme s'arrêtaient régulièrement, leurs passagers désireux de dîner à l'ombre de l'héritage du colonel. Les Settles les accueillaient tous, maintenant l'hospitalité chaleureuse qui avait toujours caractérisé l'établissement. À l'intérieur de Blackwood Hall, le temps semblait s'être arrêté. Les Settles ont laissé une grande partie de la maison telle que Claudia l'avait laissée, préservant les objets et les souvenirs qui racontaient l'histoire de la vie remarquable de Harland. La cuisinière d'origine où il avait formé les franchisés est restée dans la cuisine. Des photographies et des certificats ornaient les murs. Des objets personnels, de sa Bible à son porte-monnaie, en passant par sa montre, sont restés exactement là où ils avaient toujours été.
La maison est devenue une sorte de musée informel, un sanctuaire dédié à un homme dont le visage apparaissait encore sur des millions de seaux de poulet à travers le monde. Les visiteurs venus pour la cuisine posaient souvent des questions sur la maison. Pouvaient-ils la visiter? Pouvaient-ils toucher la cuisinière où le colonel avait cuisiné? Les Settles s'adaptaient autant que possible, comprenant que les gens aspiraient à un lien avec la légende. Pendant près de 50 ans, cet arrangement a perduré. Le restaurant a servi de centaines de milliers de repas, la maison veillait sur ses souvenirs et l'héritage du colonel Sanders restait vivant dans les collines du comté de Shelby. Des secrets dans les murs. Au fil des ans, les Settles firent une découverte étonnante. Blackwood Hall n'était pas seulement une maison, c'était un véritable trésor. Cachés dans les placards, dissimulés dans les tiroirs et rangés dans des boîtes à travers le manoir, se trouvaient des objets qui n'avaient jamais été catalogués, jamais exposés et, dans certains cas, jamais vus par personne en dehors de la famille. Le colonel et Claudia avaient été des collectionneurs sans vraiment le vouloir, accumulant les vestiges d'une vie remarquable et les laissant simplement là où ils tombaient. Il y avait une lettre du président Richard Nixon souhaitant un joyeux anniversaire au colonel. Il y avait le certificat original de Kentucky Colonel, le document qui avait conféré à Harland Sanders son célèbre titre en 1935. Il y avait la première cocotte minute qu'il avait utilisée pour perfectionner sa recette de poulet, l'appareil même qui avait révolutionné la préparation des plats rapides. Les découvertes se succédaient. Les Settles trouvèrent le drapeau original de KFC qui avait autrefois flotté devant le siège social de Shelbyville. Ils trouvèrent l'un des premiers seaux de poulet Fig Kentucky, un ancêtre primitif des récipients utilisés milliards de fois chaque année. Ils trouvèrent des boîtes de visiteurs signées datant de l'âge d'or de Blackwood Hall, remplies des noms de franchisés, de célébrités et de visiteurs ordinaires qui avaient fait le pèlerinage jusqu'à la maison du colonel. Mais la découverte la plus intrigante fut une bobine de film d'une durée de 20 minutes et 18 secondes, datée de 1965. L'étiquette indiquait simplement « Promotion à la mode du Kentucky ». Personne ne savait ce qu'elle contenait, personne ne l'avait regardée depuis des décennies. Le film restait scellé, attendant que quelqu'un en perce les secrets. Ces objets n'étaient pas simplement des souvenirs, c'étaient des fragments d'histoire américaine, des liens concrets avec une histoire qui avait chapé la façon dont le monde se nourrit. Et il serait finalement offert à quiconque serait assez bourrageux de reprendre l'héritage du colonel. Un incendie et une renaissance. Une nuit de printemps en 1999, la catastrophe frappa. Un incendie se déclencha dans le restaurant Claudia Sanders, se répandant rapidement dans le bâtiment qui avait autrefois servi d'entrepôt et de siège social de KFC. Les flammes dévorèrent la salle à manger, la cuisine et des décennies de souvenirs accumulés. Lorsque les pompiers maîtrisèrent l'incendie, la structure originale avait disparu. Mais les Settles refusèrent de laisser l'incendie mettre fin à l'histoire. Ils reconstruisirent le restaurant sur le même terrain, construisirent un nouveau bâtiment qui pourrait accueillir les visiteurs. Le restaurant pouvait accueillir encore plus de clients qu'auparavant. Le nouveau Claudia Sanders Dinner House renaquit de ses cendres tel un phénix, perpétuant l'héritage de l'original. Le menu resta inchangé, les recettes soigneusement conservées continuaient de guider la cuisine. L'esprit d'hospitalité du Sud que Harland et Claudia avaient cultivé survécut aux flammes. En quelques mois, le restaurant servait à nouveau ses clients comme si l'incendie n'avait jamais eu lieu. Blackwood Hall lui-même échappa à l'incendie indemne. Le manoir se tenait à l'écart du restaurant, protégé par la distance et la chance. Les objets d'art à l'intérieur restèrent intacts, les souvenirs préservés. Quoi qu'il arrive, la maison du colonel perdurerait. Le 21e siècle s'annonçait. Le monde qui avait vu naître Harland Sanders avait disparu depuis longtemps. Les stations-service et les restaurants routiers des années 1930 avaient cédé la place aux autoroutes et aux chaînes de restauration rapide. L'Amérique, qui avait fait de Kentucky Fried Chicken un phénomène, avait évolué en quelque chose que le colonel n'aurait peut-être pas reconnu. Mais à Blackwood Hall, le passé restait présent, un héritage à vendre. À l'été 2022, une nouvelle éclata qui aurait été impensable quelques années plus tôt. Le domaine du colonel Sanders, Blackwood Hall, et le Claudia Sanders Dinner House étaient mis en vente. Les Settles, désormais âgés, avaient décidé qu'il était temps de passer le flambeau une fois de plus. Ils avaient protégé l'héritage pendant près de 40 ans, entretenant le restaurant et préservant le manoir à travers les incendies, les crises économiques et l'évolution des goûts.
Mais la tâche de gestion est épuisante et ils étaient prêts à confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre. L'annonce était extraordinaire. Les acheteurs acquéraient non seulement le manoir de 5000 pieds carrés et le restaurant de 25 000 pieds carrés, ils recevraient également la marque et les droits d'image du nom Claudia Sanders. Ils hériteraient de tous les objets de collection découverts au fil des décennies, de la lettre d'anniversaire de Nixon au certificat original du colonel du Kentucky, en passant par cette mystérieuse bobine de film. Et ils recevraient les recettes. Non pas les fameuses 11 herbes et épices de Kentucky Fried Chicken qui appartenaient à KFC et à sa société mère, mais les recettes de tout le reste. Le Claudia Sanders Dinner House servait les petits pains à la levure, les épinards à la crème et les tomates vertes frites qui avaient fait de ce restaurant une destination incontournable pendant un demi-siècle. Ces recettes, écrites à la main par Claudia elle-même, étaient incluses dans la vente. Le prix demandé était de 9 millions de dollars. Les acheteurs intéressés devaient justifier d'au moins 5 millions de dollars d'actifs liquides pour commencer les négociations. La priorité serait accordée à ceux qui s'engageaient à préserver l'héritage, à conserver les employés de longue date et à perpétuer les traditions que Harland et Claudia avaient établies. Les appels téléphoniques affluaient du monde entier. La renommée du colonel s'était étendue bien au-delà du Kentucky, bien au-delà de l'Amérique. Des demandes venaient du Japon, où KFC était devenu une tradition de Noël, elles venaient du Canada, où Sanders avait conservé ses droits de franchise jusqu'à la fin, elles venaient de Malaisie, d'Europe, de partout où le visage du colonel avait apparu sur un seau de poulet. Les agents immobiliers étaient débordés. Ils savaient que Harland Sanders était une icône mondiale, mais ils n'avaient pas pleinement mesuré la profondeur de la dévotion que sa mémoire suscitait encore. Les gens n'étaient pas seulement intéressés par acheter un restaurant, ils voulaient posséder un morceau d'histoire, devenir des gardiens d'une légende. Que reste-t-il? Aujourd'hui, le Claudia Sanders Dinner House est toujours en activité à Shelbyville, dans le Kentucky. Il sert le même menu depuis plus de 50 ans, préparé à des recettes antérieures à la révolution de la restauration rapide. Les clients commandent toujours du poulet frit et du jambon de pays, et ces légendaires petits pains à la levure, ils terminent toujours leur restant avec une tarte, comme le faisaient les clients lorsque le colonel lui-même arpentait la Damonie. Blackwood Hall se tient toujours à côté du restaurant, sa façade blanche brillant contre les collines du Kentucky, exactement comme lorsque Harland et Claudia l'ont vu la première fois en 1959. La cuisinière originale est toujours dans la cuisine, les objets de collection adornent les murs, l'esprit du colonel semble planer dans chaque ruelle. Une présence difficile à expliquer, mais indéniable. La demeure est devenue bien plus qu'une simple maison. Elle est devenue le symbole de ce qui est possible lorsque détermination rencontre opportunité. Lorsque l'échec devient un moteur de succès, lorsqu'un vieil homme avec une cocotte minute et un rêve refuse d'accepter la défaite. Les visiteurs qui font le pèlerinage à Shelbyville s'arrêtent souvent un instant dans le parking avant d'entrer dans le restaurant. Ils contemplent la demeure, ils imaginent le colonel debout sur le porche, regardant le soleil se coucher sur sa maison du Kentucky, ils essaient de faire le lien entre la marque mondiale qu'ils connaissent, le visage sur billard de Sceaux, et l'humile réalité de cette propriété tranquille à l'équarrie d'une petite ville. Ce lien n'est pas toujours facile à faire. Kentucky Fried Chicken est devenu KFC, une marque simplifiée, optimisée pour le marché mondial. L'ère moderne. L'entreprise fondée par Harland Sanders a changé de main à plusieurs reprises, passant d'investisseurs à des sociétés, puis à des conglomérats multinationaux. Le poulet lui-même a évolué, s'adaptant aux nouveaux goûts, aux nouveaux marchés et aux nouvelles exigences. Mais ici, à Shelbyville, quelque chose d'authentique subsiste. Le Claudia Sanders Dinner House sert du poulet préparé comme le colonel le souhaitait, sans raccourcis commerciaux, experts en efficacité ou groupes de discussion. C'est le seul restaurant en dehors de KFC autorisé à servir sa recette originale, un lien vivant avec la source du phénomène. Et Blackwood Hall veille, comme depuis plus de 60 ans. La demeure, qui est devenue un siège social, qui a été témoin de la naissance d'un empire, qui a abrité le colonel dans ces dernières années, refuse de céder au temps. La signification de la demeure. Que représente une maison lorsque les personnes qui l'ont construite ont disparu? Que reste-t-il lorsque les rires s'estompent et que les disputes cessent, et que la cuisine se refroidit? Pour Blackwood Hall, la réponse ne réside pas dans l'architecture ou la valeur immobilière, elle réside dans l'histoire que les murs racontent.
Chaque pièce de cette demeure murmure l'histoire d'un parcours qui aurait dû être impossible. Un garçon perd son père à 5 ans et apprend à cuisiner par nécessité. Un homme échoue dans tous ses emplois, ne trouvant jamais sa place dans le monde. Un entrepreneur voit son restaurant florissant détruit par une autoroute et se retrouve ruiné à 65 ans. Et puis, miraculeusement, le triomphe surgit des ruines. La demeure est la preuve que l'histoire était réelle. C'est la preuve tangible que Harland Sanders a existé, qu'il a vécu, travaillé et rêvé dans ce lieu précis. Lorsque les visiteurs touchent la cuisinière d'origine, ils touchent le même métal que le colonel a touché. Lorsqu'ils parcourent les couloirs, ils marchent là où il a marché. Le lien à travers le temps est physique, indéniable. C'est pourquoi les gens s'intéressent aux vieilles maisons, c'est pourquoi la préservation importe. Les bâtiments ne sont pas seulement des abris, ce sont des réceptacles de mémoire, des vaisseaux qui transportent le passé dans le présent. Blackwood Hall porte la mémoire d'un homme qui a refusé d'abandonner, qui a transformé le désastre en opportunité, qui a prouvé que le succès n'a pas d'âge. L'héritage perdure. Harland Sanders est décédé il y a plus de 4 décennies, mais son héritage ne montre aucun signe de déclin. KFC exploite désormais plus de 27 000 restaurants dans plus de 145 pays. Le visage du colonel apparaît dans des enseignes et des sceaux et des publicités, dans des langues qu'il n'a jamais apprises, dans des endroits qu'il n'a jamais visités. Son image est devenue l'un des symboles les plus reconnus du monde, rivalisant avec Mickey Mouse et les Arches dorées en termes de notoriété mondiale. Mais le véritable héritage ne se mesure pas en restaurant ou en revenus, il se mesure au lit qu'il a touché, aux opportunités qu'il a créées, à l'exemple qu'il a donné. Harland Sanders a montré au monde qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il a prouvé que l'échec n'est pas une fin en soi, que les revers ne sont que des tremplins pour des retours en force, que la persévérance et la foi peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Son histoire a inspiré des millions d'entrepreneurs, particulièrement ceux qui pensent avoir manqué leur chance. Lorsqu'une personne de 50 ans se demande s'il est trop tard pour poursuivre un rêve, l'exemple du colonel apporte une réponse. Lorsqu'une personne de 60 ans est confrontée à la ruine financière et au désespoir, le parcours du colonel offre de l'espoir. Lorsque quelqu'un, n'importe où, a le sentiment que les meilleures années sont derrière lui, la vie du colonel rappelle que le meilleur peut être encore à venir. À Blackwood Hall, cet héritage prend une forme physique. Le manoir est plus qu'une simple propriété historique, c'est un monument à la persévérance, un temple des secondes chances, un rappel que la grandeur peut émerger des circonstances les plus improbables. Le dernier message du colonel. Avant de mourir, Harland Sanders a demandé que les personnes endeuillées expriment leurs condoléances non pas par des fleurs, mais par des dons à des œuvres de charité. Il avait donné des millions de dollars de son vivant, finançant des hôpitaux de Portin, des bourses d'études et des causes dans lesquelles il croyait. Il voulait que sa mort perpétue cette tradition de générosité. C'était une dernière volonté tout à fait appropriée de la part d'un homme qui avait connu la pauvreté et la richesse et qui comprenait que l'argent ne vaut rien s'il ne sert pas à une cause. Le colonel avait passé la première moitié de sa vie à lutter pour survivre. Il a consacré la seconde moitié à bâtir quelque chose de plus grand que lui. Et il souhaitait que son départ de ce monde le laisse un peu meilleur que l'il l'avait trouvé. Ce même esprit perdure dans Blackwood Hall. Le manoir et le restaurant adjacent ne sont pas de simples entreprises, ce sont des témoignages vivants d'une philosophie de travail acharné, de qualité et d'une véritable attention aux autres. Les employés qui servent les clients du Claudia Sanders Dinner House perpétuent une tradition qui remonte à près d'un siècle. Les clients qui savourent les plats participent à un rituel qui les relie au colonel lui-même. Et quelque part dans ces pièces paisibles, parmi les souvenirs et les collectionnibles, l'esprit de Harland Sanders semble toujours planer, non pas comme un groom, mais comme une idée, comme une preuve que Une seule personne, dotée d'une détermination suffisante, peut changer le monde. Le soleil se couche sur le Kentucky. Alors que le soir tombe sur Shelbyville, les lumières du restaurant Claudia Sanders brillent chaleureusement dans le ciel qui s'assombrit. À l'intérieur, des familles se réunissent autour de tables chargées de poulets frits et de jambon de pays. Les conversations se mêlent au tintement des couverts et à la douce musique d'ambiance. Les rires montent et descendent comme les collines du Kentucky. De l'autre côté du parking, Blackwood Hall se dresse en silence. Les fenêtres sont sombres, le porche est vide, mais la maison ne semble pas abandonnée. On dirait qu'elle attend. Elle attend que quelqu'un comprenne ce qu'elle représente. Elle attend que quelqu'un perpétue son histoire,
Elle attend, comme le colonel lui-même a attendu pendant ces années difficiles de franchise, le bon moment pour recommencer. La demeure a été témoin de près de 2 siècles d'histoire. Aujourd'hui, de l'après-guerre de sécession à la Grande Dépression, en passant par la révolution de la restauration rapide et l'ère numérique, elle a abrité des familles, des entrepreneurs et des légendes. Elle a vu le triomphe et la tragédie, le succès et l'échec, la vie et la mort. Et elle est toujours là, elle attend toujours. Elle conserve encore le souvenir d'un homme en costume blanc qui a refusé de croire que son histoire était terminée. Tel est l'héritage de Blackwood Hall. Tel est le sens du domaine du colonel Sanders à Shelbyville. Pas seulement des briques et du mortier et des poêles anciens, mais l'espoir, la persévérance, la conviction inébranlable qu'il n'est jamais, jamais trop tard. Le colonel le savait, et maintenant, peut-être, le savons-nous aussi.